Bonjour et bienvenue dans cette capsule en recherche où nous allons nous intéresser à la fibromyalgie et aux possibles liens avec des infections parasitaires. Alors la fibromyalgie, c'est un désordre du système nerveux. Il y a manifestement un lien qui est fait avec le syndrome du côlon irritable. Et ce côlon devient irritable lorsqu'il est infecté par des micropathogènes. Il y a une vidéo associée sur la chaîne, je mettrai le lien en description, qui explique que beaucoup de nos problèmes de santé viennent d'un dysfonctionnement au niveau des intestins. Alors, ce premier document, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est la fibromyalgie, et donc c'est une douleur chronique qui est caractérisée de manière primaire par une douleur musculo-squelettique répandue et qui est souvent accompagnée par de la fatigue, des problèmes cognitifs, des problèmes de sommeil, et des symptômes psychiatriques comme l'anxiété et la dépression. Alors on a envie de dire qu'avec la déformation professionnelle qu'on commence à avoir sur cette chaîne, c'est-à-dire voir des parasites un petit peu partout, eh bien on a déjà peut-être quelques éléments dans cette définition. Alors on apprend ensuite que la sensibilisation centrale ou des altérations au niveau du système nerveux central en termes de gestion de la douleur, eh bien, c'est souvent présent lorsque l'on a une fibromyalgie. Et donc, ces altérations du système nerveux central sont des contributeurs clés à l'état des patients. Alors, on a quelques médicaments qui sont efficaces pour la gestion des symptômes. On a des médicaments qui sont les NSAID, donc c'est un peu aussi comme le paracétamol, l'ibuprofène, ça ne marche pas. Et alors on nous dit qu'il y a des causes identifiées qui pourraient être une infection comme Lyme, ce qui est une infection parasitaire, ou alors des traumas émotionnels ou physiques. Et donc quand on parle de sensibilisation centrale d'un patient, un problème avec le système nerveux central, en fait ce sont les signaux neuronaux qui sont amplifiés et donc une petite douleur devient grande. Alors en ce qui concerne le système nerveux autonome, il n'y a pas l'air d'être lié. Par contre le système nerveux central, clairement, il y a un impact sur le cerveau, sa morphologie et son fonctionnement. Il y a des changements au niveau des neurotransmetteurs. Et là, on aperçoit le système dopaminergique. C'est pas le seul. Et ça, on sait déjà que, par exemple, un protozoaire comme Toxoplasma gondii va adorer manipuler ce type d'organe. Et donc les auteurs nous disent que là où le cerveau est fait de hubs interconnectés, un peu comme le système des avions dans le monde, il y a des endroits, quand cette structure est altérée, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et les auteurs nous disent que cette altération, le niveau de cette altération est lié au niveau de la douleur. Et on nous parle aussi de connectivité qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lorsque le corps va essayer de faire baisser la douleur à l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. On a aussi des anormalités de sommeil et on arrive aussi à des neuropathies. Alors en termes de symptômes, on a des douleurs musculo-squelettiques qui se retrouvent dans le corps. Alors, un peu partout dans le corps, on a envie de dire que lorsque le nerf est ennuyé à la base, il va y avoir toute la longueur du nerf, et ces nerfs se promènent partout dans le corps, toute la longueur du nerf qui peut être touchée. Alors on a aussi la fatigue, les problèmes cognitifs, les symptômes psychiatriques et des symptômes additionnels. Et là on va retrouver le syndrome de l'intestin irritable, les reflux gastro-œsophagaux,
œsophagien et toute une liste d'autres symptômes. Alors, dans l'évaluation de cette maladie, c'est pas évident apparemment parce qu'il y a beaucoup de formes de fibromyalgie, mais il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Alors, il faut avoir mal pendant plus de 3 mois pour que ça soit reconnu comme étant une fibromyalgie. Il ne faut pas qu'il y ait de preuves d'autres causes ou de conditions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il faut des tests normaux. C'est intéressant de creuser quels sont les tests qui sont faits. Et on se rappelle notamment que lorsque l'on fait des tests de présence de parasites, c'est très difficile d'avoir des tests efficaces. Et la présence de 5 points de sensibilité au niveau du tissu. Alors on a aussi des critères mineurs. Alors ils sont appelés mineurs, mais ça ne doit pas être évident à vivre. Et au milieu, on retrouve le syndrome de l'intestin irritable. Alors quels sont les traitements qui sont envisagés? Bien, le focus primaire, c'est les symptômes. Reducing major symptoms. Et donc on va prendre les patients et on va regarder son profil de symptômes. Et ensuite on va essayer d'influencer les symptômes. Et regarder s'il y a des comorbidités, c'est-à-dire d'autres conditions qui pourraient influencer aussi ces symptômes. Alors en termes de thérapie non pharmaceutique, on a l'éducation du patient. Intéressant de constater le lien entre les deux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire d'essayer d'apporter le plus d'informations possible aux patients qu'ils puissent se débrouiller peut-être un peu seuls. Alors pour améliorer le sommeil, donc on a une hygiène de sommeil qui est conseillée. Et il y a des conseils qui sont donnés en termes d'activité physique, en termes de thérapie cognitive, en termes de thérapie pharmacologique. Ah oui, pardon, là on est passé à la partie pharmacologique. Alors, les patients doivent comprendre que les médications sont efficaces de manière modérée, dans 50% des cas. Et la première ligne de traitement, ce sont des antidépresseurs. Et donc on nous rappelle que le choix des médicaments doivent être guidés par les symptômes associés et les comorbidités constatées chez les patients. Et c'est bien là où on a tout le problème de gestion des symptômes sans rien comprendre de la cause. Donc on va voir ici par exemple les traitements pour les symptômes persistants. Et dans les considérations thérapeutiques alternatives, on va avoir déjà en première ligne un sérotonine inhibiteur. Et donc on retrouve un petit peu cette envie de jouer avec les processus biologiques. Alors il est intéressant de constater que dans cette liste de considérations thérapeutiques, on a la nutrition. Et dans cette nutrition, on a les diètes à base de plantes qui sont notées comme étant efficaces. Mais il faudrait peut-être plus d'études pour confirmer ces découvertes, comme d'habitude. Et on peut noter aussi la thérapie par le massage. Alors on termine par ces diagnostics différentiels. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fibromyalgie ou est-ce que c'est autre chose? Et alors là, on va comprendre qu'il y a beaucoup de maladies comme ça qui ont été estampillées d'une certaine manière. Et donc, est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Donc on va avoir la polymyalgie rhumatismale. On va avoir la spondyloarthritis. On va avoir plein de choses un peu partout. On retrouve le syndrome de fatigue chronique. Alors, c'est un symptôme de la fibromyalgie, mais c'est aussi une maladie à part entière. Alors, quelles sont les causes? On va traiter le symptôme. Et alors, quand on voit cette histoire d'arthrite, la plupart du temps, on sait déjà qu'il y a une infection parasitaire derrière ce sujet. Et quand on voit le mot idiopathique devant, ça fait penser à l'urticaire,
qui est aussi considéré comme idiopathique, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ça vient. Alors c'est pareil, sur cette chaîne, on a pris l'habitude, quand on voit idiopathique, de se dire « Eh bien, c'est probablement une infection parasitaire, mais on ne veut pas vous le dire. » Et alors donc, à la fin de cet article, nous avons les auteurs qui appellent à une collaboration entre différents silos de métiers, on va dire. C'est-à-dire que les gens discutent et essayent de comprendre un petit peu plus comment faire face à ce type de situation. Et on se retrouve un petit peu dans la situation qu'il y a déjà sur d'autres types de maladies, c'est-à-dire que plus on creuse, plus on comprend qu'on ne comprend pas. Du moins, de manière officielle ici. Alors on va aller creuser un petit peu dans différentes études pour voir si on peut en apprendre un petit peu plus. Parce qu'on parle toujours de parasites, mais il y a aussi des intoxications venant de différentes substances, et notamment les métaux lourds, qui peuvent être considérés. On pense d'ailleurs à l'aluminium qui fait couler beaucoup d'encre de part et d'autre des différentes discussions qu'il peut y avoir dans le domaine. Et notamment en termes de vaccination, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors dans cette étude de 2008, Autoimmunity Reviews, parue dans Science Direct, les auteurs nous disent que le déclencheur de la fibromyalgie peut venir d'un trauma, d'un stress, mais aussi d'une infection. Alors le virus de l'hépatite C, c'est quelque chose d'intéressant à creuser. Il y a une vidéo sur la chaîne, sur le foie. Je ne sais pas si un docteur vous a déjà parlé d'une infection parasitaire du foie. Pourtant, c'est clairement existant et c'est clairement un sujet. On nous parle aussi de Lyme. Il y a une vidéo très courte sur Lyme. Lyme, ce sont des parasites qui injectent des parasites. Oui, parce que certains parasites ont eux-mêmes des parasites. Et ici, donc, les auteurs nous disent que la fibromyalgie, c'est commun lorsqu'on a une maladie auto-immune. Alors, une maladie auto-immune, de manière générale, c'est le système immunitaire qui ne marche pas très bien. Bon, 1 plus 1 égale 2. Système immunitaire qui ne marche pas très bien, il y a quelque chose qui empêche le système immunitaire de fonctionner. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Et alors, en conclusion de cette étude, les auteurs parlent un petit peu du rôle de la vaccination dans le développement de la fibromyalgie. Ça reste à confirmer et à valider, évidemment. Maintenant, quand on injecte des choses bizarres dans le corps, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais voilà. Ici, on nous parle bien d'infections chroniques liées à la fibromyalgie. Alors, cette autre étude de 2012, qui nous vient de l'Oman Medical Journal, donc le syndrome fibromyalgique, overview. Donc là, on va avoir encore noté des problèmes au niveau des fonctions de l'intestin. Donc, un petit tableau avec les conditions associées avec la fibromyalgie. Donc, on retrouve le syndrome de l'intestin irritable. On retrouve un certain nombre de choses. On retrouve une dysfonction de la thyroïde. Il y a une vidéo sur le sujet sur la chaîne. On a le Lyme disease en dessous. Donc la dysfonction de thyroïde, ça peut être très souvent lié à une infection parasitaire encore. Et le syndrome prémenstruel. Alors c'est quelque chose dont on va essayer de parler sur cette chaîne bientôt. Ça se travaille en ce moment. On va essayer de traiter le sujet avec humilité. Mais il y a manifestement beaucoup de choses à en dire. Alors dans cette étude, on parle des différentes mesures thérapeutiques, des différents médicaments, des agents antidépresseurs, et d'ailleurs on va retrouver la dopamine, la sérotonine, et les modifications au niveau du style de vie, donc stress management, exercice, et les thérapies alternatives. Et là on retrouve les herbes.
Et c'est toujours ce terme alternatif qui devrait être modifié, à mon sens, parce que ce sont les thérapies basiques utilisées de la nature pour se guérir, et c'est la médecine moderne qui est alternative. C'est bien sûr une opinion. Et en conclusion, les auteurs nous disent que cette fibromyalgie, qui est caractérisée par tous ces symptômes, c'est un résultat de la dérégulation des fonctions neurophysiologiques. Dérégulation égale, il y a quelque chose qui dérégule. Alors une autre étude de 2012 qui va nous apprendre, ou plutôt nous confirmer, que les médicaments antidouleurs ne sont pas très efficaces, les antidépresseurs un peu plus, et ce sont les seuls d'ailleurs qui sont autorisés aux États-Unis par la FDA. Alors il est intéressant de constater les rôles de la FDA ou de la NSM en France ou de l'ordre des médecins. Quand on s'intéresse un peu à leur fonctionnement, on peut se poser certaines questions. Et les auteurs nous précisent quand même ici que des traitements non pharmaceutiques doivent être associés avec la thérapie médicamenteuse. Est-ce que la traduction serait essayons quand même de soigner un petit peu le patient? Alors une autre étude un peu plus récente, 2023, et là on va avoir une interaction entre ce syndrome de l'intestin irritable et la fibromyalgie. Et donc ici, les auteurs nous disent que ce syndrome d'intestin irritable est regardé avec intention parce que l'étiologie est la même qu'avec la fibromyalgie, enfin de manière suggérée. Les chercheurs ont déjà établi le lien entre les intestins et le cerveau, que le microbiote des intestins a un impact sur le système nerveux central, et un dysfonctionnement du système nerveux central mène à une fibromyalgie. Bon. Et les auteurs terminent en disant, bon, on n'a pas de lien absolu, causatif entre les deux, c'est-à-dire qu'un dysfonctionnement ou une dysbiose, je ne suis pas sûr du terme français, au niveau des intestins, va poser un problème au niveau nerveux, et donc ça va poser des problèmes partout. Alors, dans le modèle animal, il y a un peu plus de facilité pour faire des tests de ce côté-là quand même. Le lien est établi. Ou disons que c'est suggéré de manière très forte. Il faut toujours se rappeler que dans ces études, il y a une certaine précaution à affirmer des choses, évidemment. C'est d'ailleurs l'attitude que l'on devrait avoir tout le temps. C'est pas toujours évident. Alors, une autre étude de 2022 sur la douleur, où là, les auteurs nous apprennent que lorsqu'on leur regarde les patients qui ont été infectés par Giardia, donc ça c'est un autre protozoaire que Toxoplasma gondii, qui est très étudié sur cette chaîne, eh bien les auteurs confirment qu'une infection à Giardia mène à une possibilité plus élevée de développer une fibromyalgie. Alors, il n'y a pas de preuve de causalité, hein, mais un lien. Alors, on revient un petit peu en 2021 avec l'International Journal of Molecular Sciences. Et là, on a clairement indiqué des désordres intestinaux dans les symptômes de la fibromyalgie. Alors, les femmes sont plus susceptibles de développer ce genre de maladie. Et malheureusement, les thérapies médicales conventionnelles qui essayent de traiter cette pathologie ont des bénéfices très limités. Ça reste pharmacologique en essence et ça essaye de traiter les symptômes. Et donc les statistiques montrent que 90% des gens qui ont une fibromyalgie vont aussi se tourner vers une médecine complémentaire. C'est-à-dire que d'un autre côté, on nous explique que ça ne marche pas, et puis de l'autre côté, on nous explique que les gens vont chercher d'autres manières d'essayer d'aller mieux. Ça confirme que ça ne marche pas. Et alors, en conclusion, on apprend qu'il
il n'y a pas de test ou de biomarqueurs, donc marqueurs biologiques, qui sont efficaces pour détecter une fibromyalgie. Et les traitements pharmacologiques ne sont pas adéquats pour la majorité des patients. Alors cette autre étude de 2022, Cureus, qui va faire la corrélation entre la fibromyalgie et le syndrome de l'intestin irritable. Et donc là, les auteurs nous disent que les patients qui ont une fibromyalgie vont développer un syndrome de l'intestin irritable, et ceux qui ont un syndrome de l'intestin irritable vont développer une fibromyalgie. Alors, l'œuf, la poule, ou plutôt les deux qui montent en même temps, mais l'un est détecté avant l'autre? Question ouverte. Et alors les auteurs ici vont nous parler des mast cells, donc les mastocytes. On en parle dans les vidéos sur l'urticaire. L'urticaire, c'est notre première ligne de défense en termes immunitaires. Et donc les auteurs ici nous disent que ces cellules de défense, avec le rôle de la sérotonine, c'est de ce côté-là qu'il faut peut-être creuser pour comprendre la génération de cette pathologie qui est la fibromyalgie. Alors il y a une autre étude biomédecine de 2024 qui va nous parler des taux d'infection dans les patients qui ont une fibromyalgie. Et alors les chercheurs ont constaté que les patients qui avaient une fibromyalgie ont plus d'infections que le reste de la population. Donc on va avoir des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, des infections urinaires, des infections de la peau. Et alors on constate, comme dans d'autres maladies, qu'il y a une charge parasitaire élevée chez les patients. Mais on ne fait pas le lien. Et donc on a des patients qui ont plus de maux de tête, plus de syndrome chronique de fatigue, plus de conditions psychiatriques, dépression, anxiété. Bon. Est-ce que les docteurs ont proposé un traitement antiparasitaire à ces patients? Question ouverte. Je vous avoue avoir posé la question sur d'autres sujets à des psychiatres, complètement ignorants en termes de parasitologie. Alors, deux derniers documents sur les facteurs environnementaux et le syndrome de fibromyalgie. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément uniquement une infection parasitaire qui peut être responsable de ce genre de choses. Il peut y avoir peut-être beaucoup de facteurs environnementaux. Donc, on parle de variations climatiques, de pollution de l'air, de champs électromagnétiques, de traumas physiques et ou émotionnels, de patterns de nourriture. Alors là, un petit mot sur le sujet. C'est ce qu'on appelle la malbouffe. La malbouffe, ça fait des problèmes dans l'intestin, et les problèmes dans l'intestin, ça fait des problèmes dans tout le corps. Et le management du stress. Et alors ici, les auteurs nous parlent de différents sujets, notamment des infections. Et quand on parle des infections, on reparle de vaccination. Alors, on verra si on fait des vidéos sur la vaccination, à partir du moment où on constate que les virus, a priori, n'existent pas, parce que leur existence n'a jamais été prouvée. On se demande à quoi servent les vaccins. D'ailleurs, il existe des vaccins antiparasitaires, comme le Toxovax. On injecte Toxoplasma gondii à nos moutons. Et ce sont des choses qu'il sera intéressant de discuter de manière publique. Alors on nous parle aussi de champs électromagnétiques. Alors ça, c'est un sujet qui est assez compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de tests qui ont été faits sur la 5G en France. Il y a un livre qui a été écrit par Furstenberg et qui nous parle des maladies de l'humain depuis qu'on a mis des fils électriques un peu partout, et ça commence dès le télégraphe. Et donc il pourrait y avoir une influence sur nous.
quelque chose qui est à creuser. Alors on va avoir dans ce tableau tous les facteurs qui peuvent influencer la fibromyalgie. Alors on va avoir la pression barométrique, donc qui va augmenter la douleur, spécialement avant des orages, des tempêtes. Alors il va avoir une influence qui vient de la température aussi, une influence qui vient des changements de saison. On va avoir éventuellement la pollution de l'air qui va amplifier les symptômes. La pollution de l'eau, il n'y a pas de preuve évidente. L'exposition aux éléments chimiques, c'est pas quelque chose qui aide le corps de toute façon. Mais voilà, là, les auteurs restent prudents. Les infections chroniques, alors là c'est clairement associé, mais la causalité n'est pas claire. Alors on a aussi l'exposition aux ondes électromagnétiques qui peuvent déclencher des symptômes de fibromyalgie. Alors on a les traumas physiques et émotionnels, ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à traiter évidemment. On a les facteurs diététiques et le microbiote intestinal. Et donc les auteurs nous disent qu'en ce moment on s'intéresse énormément au microbiome parce qu'on a constaté qu'il y avait une influence du microbiome. Alors, c'est ce que répètent les chercheurs depuis au moins une dizaine d'années. Ils s'intéressent à tous les microbiomes, mycobiomes, quand on s'intéresse à la partie uniquement champignons. Donc ils s'intéressent à tous les microbiomes du corps. Et on s'en rend compte qu'il y en a partout. Et les auteurs terminent en disant, voilà, quand il y a une fibromyalgie, il faut s'occuper du patient de manière unitaire. Il faut essayer de comprendre tous les facteurs qui influencent autour ces possibles conditions chez le patient. Et il faut continuer à essayer de creuser le sujet pour comprendre d'où peuvent venir ces problèmes. Et alors, donc lié à cet article, un petit focus sur cette histoire de microbiome intestinal. Et alors là, l'auteur nous apprend que ces petits micro-organismes sont capables aussi de manipuler nos systèmes biologiques et donc vont relâcher dans notre système sanguin, dans notre circulation interne, des éléments qui vont venir perturber les choses. Et en conclusion, l'auteur nous dit qu'il faut vraiment creuser ce sujet parce que les preuves s'accumulent. Si on a un problème au niveau des intestins, ça crée un problème ailleurs. Et alors je parle de syndrome de l'intestin irritable depuis le début, on pourrait parler de syndrome du côlon irritable plutôt. On va dire que les deux sont dans l'alignement et par abus de langage, les deux ont été confondus dans cette vidéo. Voilà. Alors, cette revue d'études a donc permis de voir que quand on va devant un docteur et qu'il est sûr de lui, il ne devrait pas, et toutes ces études nous ont permis aussi d'éventuellement constater qu'on pouvait faire un lien avec une infection parasitaire pour changer. Voilà. À tous ceux qui ont ce type de problème, écoutez, j'espère que cette vidéo peut vous servir si vous l'écoutez. Et je vous souhaite bon courage. Merci de votre écoute et à bientôt.